9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. De Violette Nozière à Nordal-le-Landais, en passant par Mesrine ou Mérine, l'affaire du petit Grégory ou le japonais cannibale, les histoires de faits divers fascinent le public et les médias. On de la raconte, faites entrer l'accusé, le nouveau programme Justice en France avec des caméras dans les prétoires, chroniques judiciaires dans les journaux et maintenant des podcasts, je ne compte pas les séries et les documentaires. De plus en plus de supports parlent de ces histoires criminelles. Hasard de l'actualité ou pas, 2 beaux livres, c'est comme ça qu'on dit, paraissent sur ce sujet. Paris Match, les grands faits divers des années 50 à nos jours. Et Accusés, levez-vous, photos et documents rares des grands procès. Que racontent ces parutions de notre attraction pour les histoires sordides, criminelles? On les qualifiera dans l'émission. Comment raconter les pires crimes en images? Quels témoignages, quelles photos nous éclairent le mieux les faits divers? Et quelle est la place de la mécanique médiatique dans ces affaires et parfois même sur le verdict? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons réuni 2 des auteurs de chacun de ces beaux livres. Patrick Mahé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match et vous coordonnez donc ce livre intitulé Paris Match, les grands faits divers des années 50 à nos jours. Je le montre à la caméra sur europe1.fr, vous pouvez nous voir. Maître Jean-Yves Le Borgne, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas journaliste, Jean-Yves Le Borgne, vous êtes avocat. Vous avez notamment défendu Éric Woerth. Vous avez également parmi vos clients l'ancien maire de Paris, Jean Tibéry, Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, ou Joe Star, qu'on a reçu ici, mais pas pour parler justice. Beau palmarès, vous avez co-signé avec la grand reporter Caroline Pigozzi ce livre, Accusés, levez-vous, photos et documents rares des grands procès. Je vais commencer avec vous, Patrick Mahé, pour commencer. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet de réunir toutes les affaires que Match avait évidemment traitées en temps réel, en son temps, à chaque moment de l'époque? Vous savez, quand on a célébré les 70 ans de Paris Match, déjà, on va vers les 75 ans, bientôt, nous avons déjà produit une série de documents, de suppléments, de hors-série, sur les décennies, par décennie. Et en les composant, on s'est aperçu qu'il y avait une richesse mais vraiment incommensurable de faits divers exploités vraiment dans Paris Match, tant en texte qu'en photo. Et comme la photo est la locomotive des grands faits divers, évidemment, c'était important pour nous de les rassembler. Et on a fait une sélection au départ d'une 50aine d'histoires que nous avons réduit à 20. Il y en a 20 qui sont produits là et qui ont marqué l'imaginaire collectif depuis l'affaire Dominici en 1952. Maître Jean-Yves Le Borgne, vous écrivez dans votre édito que lorsque Caroline Pigozzi vous a demandé d'apporter votre concours à cet ouvrage, je vous cite, vous avez accepté avec grand intérêt et tout de suite, pour quelle raison? Je pense qu'une réflexion sur les grandes affaires judiciaires qui ont ponctué notre histoire est tout à fait éclairante sur l'évolution des mœurs. En réalité, la justice n'est pas une parenthèse, elle est une émanation de la société. Et j'ai trouvé aussi qu'il était intéressant pour les lecteurs d'avoir des précisions sur un certain nombre d'affaires qu'on connaît. Vous citiez, M. Mahé, à l'instant, l'affaire Dominici. On connaît l'affaire Dominici, tout le monde connaît ce nom. Mais si on dit, mais que s'est-il passé au juste? À quelle époque était-ce finalement? Mais qui a tué qui? On ne sait plus. Et c'est là que les précisions sont tout à fait nécessaires pour qu'au fond, cette culture un peu d'arrière-fond qui constitue notre lien à la société ne soit pas trop imprécise. Vous m'avez répondu, on est une émission média, c'est peut-être pour ça, vous m'avez répondu comme un journaliste. Or, vous êtes avocat, il y avait une double question dans ma question. Vous avez dit oui tout de suite alors que vous êtes avocat. Est-ce que, on va vous dire, est-ce que vous n'êtes pas jugé parti? Est-ce que c'est le rôle d'un avocat que d'écrire sur d'autres affaires? Écoutez, ce livre doit tout au dynamisme et au sens de l'organisation de Caroline Pigozzi. Moi, j'ai été plutôt à le regard professionnel. Lorsque l'on parle de justice, faut éviter de dire des imprécisions sur la manière dont les choses se déroulent, d'autant plus qu'elles ne se déroulaient pas en 1950 ou même en 1975 comme elles se déroulent aujourd'hui. Donc le regard du technicien et la plume, si j'ose dire, du professionnel n'étaient pas inutiles pour venir au soutien du dynamisme de Caroline Pigozzi. Mais Jeanne d'Arc, voyez-vous, Jeanne d'Arc, bien sûr, Jeanne d'Arc. Mais c'est fondamental, Jeanne d'Arc. C'est presque l'un des premiers, en tout cas des plus anciens, procès politiques de l'histoire. Car au fond, que Jeanne d'Arc ait été une sorcière ou une inspirée de Dieu, à l'époque même, tout le monde s'en moque.
mais elle soutient le roi de France qui a pour concurrent le roi d'Angleterre qui s'estime légitime à s'asseoir sur le trône de France. C'est là qu'est la vraie question. Alors on va un peu loin parce qu'il n'y avait pas de photos du temps de Jeanne d'Arc, j'apprends rien à personne. Maître Jean-Yves Le Borne, vous parliez d'images, et dans le livre de Match, il y a des photos qui sont impensables maintenant, qu'on ne pourrait plus faire. On voit le commissaire Broussard et ses hommes qui sont abrités derrière une camionnette Simca. Ça aussi, ça a disparu, il n'y a plus de Simca. Désormais, c'est terminé. Non pas que c'est terminé, qu'il n'y ait plus de policiers cachés derrière des voitures, c'est que maintenant, dès qu'il y a une action, il y a un périmètre de sécurité, il n'y a plus de photographes. On voit quasiment plus rien. Ouais, mais à l'époque, ces photos ont été faites par, d'ailleurs, Daniel Houpeline, qui était extrêmement informé. La rédaction de Match était informée. On avait fait développer d'ailleurs des photos à New York, déjà de la traque, et on avait fait venir un scanner. Il n'y avait aucun scanner en France. Un scanner pour savoir où poursuivre les mouvements de la police à l'époque par rapport à la traque de Mérine, de Jacques Mérine. On était donc très très en avance. Vous regrettez cette époque en tant que journaliste? Il y a deux manières de voir les choses. Quand on voit ces papiers de l'époque, on se dit mais c'est complètement dingue. Les journalistes étaient là en première ligne. C'était formidable, et en même temps on dit c'était affreux, puisqu'il n'y avait plus d'indépendance de la justice, puisque les gens étaient condamnés par avance. J'aimerais avoir vos regards croisés à tous les deux, Patrick Mahé et ensuite Jean-Yves Le Borgne. À cette époque, en fait, énormément de choses étaient possibles, c'est exact. Énormément de choses étaient possibles. Je vais prendre un exemple, juste l'affaire Empain, le baron Empain. Le baron Empain qui a été enlevé, je rappelle, pour les plus jeunes. Le baron Empain est enlevé, il est séquestré pendant plus de 2 mois, on lui sectionne l'auriculaire. C'est une affaire atroce. Eh bien, les documents que nous allons publier sur l'affaire Empain sont dus à une guerre des polices, en fait. Pourquoi ? Parce que quand le baron Empain est libéré, le téléphone sonne au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice se tirent un peu la bourre entre eux pour savoir qui va tirer profit de la libération d'Empain. Et notre rédacteur en chef dit au ministère de l'Intérieur, écoutez, nous, on va publier les photos du baron Empain enchaîné, séquestré. Ce n'est pas possible, répond-on. Alors, dans ces cas-là, on publiera la photo du commissaire Ottavioli de la brigade criminelle. Là, c'est la photo qu'on voit. Mais vous n'y pensez pas. Ouais. Parce que si vous faites ça, eh bien, la brigade anti-gang va être furieuse contre la criminelle. C'est la guerre des polices. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'était mieux avant, pour dire les choses d'un trait après ? Disons que sur le terrain, moi j'étais beaucoup sur le terrain à l'époque de Bruyères-en-Artois, par exemple, ou même sur l'affaire Grégory, tout était possible. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que c'était mieux ? Est-ce que c'était mieux ? C'était plus... oui, disons que c'était plus facile. Jean-Yves Le Borgne, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Sur la publicité des enquêtes. Toute ma carrière s'est déroulée avec une interdiction de films dans les prétoires. Aujourd'hui arrive l'idée que des photos, des films... C'est plus qu'une idée, ça a commencé la semaine dernière sur France Télévisions. Oui, absolument. Mais quand vous dites qu'il y a une sorte de régression... Voyez ce qui se passe par rapport aux faits divers criminels aujourd'hui. On fait presque en direct sur un certain nombre de médias le procès, l'enquête, de telle sorte que l'image, bien sûr, est moins aisément accessible, mais je me demande si... Contrairement à cette difficulté à accéder à l'image, il n'y a pas une prise en main par l'opinion, que je crois un peu regrettable d'ailleurs, de la décision qui doit être une décision de justice. On conduit l'auditeur, le téléspectateur, à être juge. Ce n'est pas son objet. La justice a un temps qui est un temps long d'analyse paisible, tranquille et sans précipitation, sans passion. Il faut respecter ce temps-là. Mais vous me donnez l'occasion de répondre sur les caméras dans les prétoires. Ouais, on a reçu Dominique Verdeillan ici, qui était le présentateur de l'émission et analyse de l'émission. Juste un mot. Juste un mot, parce que... À l'époque de Minici, les photographes sont dans le prétoire. Jacques Garofalo fait quoi ? La grande photo de Clovis, le fils, qui accuse son père. En le pointant du doigt. C'est une photo historique extraordinaire. Et tu as tué, c'est toi qui as tué Drummond. Comment peux-tu dire ça ? Dit le père au fils, Gaston Dominici. Et vous savez quoi ? C'est toi qui me l'as dit. Je vous interromps parce qu'il faut qu'on marque une pause. Patrick Mahé, et nous a expliqué Dominique Verdeillan, c'est justement après le procès de Dominici, ça avait mis un tel barouf, y compris techniquement et même dans le fonctionnement même de la justice, que les caméras ont été interdites. Le sujet est absolument passionnant. On était parti pour des livres de Noël. On peut faire un débat qui peut durer jusqu'à 16h. Culture Média revient. Philippe Vandel. Toujours en compagnie de Patrick Mahé, qui dirige ce livre, Les grands faits divers des années 50
à nos jours sous votre direction, donc Patrick Mahé, je l'ai pas cité, c'est les éditions hors collection, et puis Jean-Yves Le Borgne qui co-signe avec Caroline Pigozzi ce livre, lui aussi éminemment illustré, Accusés, levez-vous, photos et documents rares des grands procès. Nous parlions de la manière de filmer l'action de la police, les reportages, par exemple, vous voyez le commissaire Broussard dans les rues de Paris avec ses hommes, ils étaient armés, il n'y avait pas de périmètre de sécurité, on pouvait voir ça. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous voulez dire quelque chose à ce sujet, Jean-Yves Le Borgne? Je pense qu'il faut songer à tous les pays qui ont des court channels, c'est-à-dire des retransmissions pratiquement en direct des procès qui sont en cours. C'est-à-dire que les procès sont publics. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est public? Si vous avez 3 journalistes dans une toute petite salle parce qu'on n'a même pas de place pour asseoir le 4e, la notion public est un petit peu fictive. Et j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait, alors avec peut-être des tempéraments liés au fait qu'il ne faut pas que ce soit immédiat, on peut imaginer un différé dans la diffusion de ces images, mais je crois que la justice est un phénomène public pas très bien connu de nos compatriotes, et que, ne serait-ce que pour cette raison, il serait bon qu'il y ait un relais médiatique. Encore davantage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'hypocrisie dans notre pays? Les procès sont le fait de filmer les procès est interdit, mais en même temps, quand par exemple un procès se déroule aux États-Unis, les chaînes de télévision ne se privent pas d'en diffuser des extraits. Je pense à l'affaire DSK. Ah oui, dont on a vu toutes les images du procès avec les interrogatoires, les uns et les autres qui parlent, ce qui serait impensable en France. On est encore dans une vieille école en France, c'était encore la vieille école, il y avait encore des caricaturistes à la place des photographes. Donc il y a des gens qui font des portraits. Alors il y a l'accusé qui se lève, qui s'assoit, puis on voit des gens qui, comme en 1920, font des caricatures. C'est totalement dépassé. Histoire extraordinaire, on va revenir sur l'affaire Jacques Mérine ou Mesrine. Patrick Mahé, c'est sous votre plume qu'on peut lire cette affaire. Vous racontez comment on est été 78, l'homme qui vient de s'évader de prison s'invite dans le bureau d'une jeune journaliste de 28 ans, elle s'appelle Isabelle de Wangen, qui lui a tapé dans l'œil. Il s'entretient avec elle, un revolver à barillet porté à sa hanche gauche. Il y a une photo en noir et blanc de la rencontre. Racontez-nous ce qu'ils se disent. Qu'est-ce que ça dit des liens entre la presse et les criminels à cette époque? Aujourd'hui, quand on voit ça, ça paraît totalement invraisemblable. D'abord, il faut savoir que Mérine, ce jour-là, s'est évadé. Il s'est évadé de la santé. Et effectivement, Isabelle de Wangen, qui est une jeune journaliste de 28 ans, très jolie femme, il avait réussi à récupérer son adresse. Elle habitait près du Panthéon. Et alors qu'elle était avec une amie en train de boire le thé, on a frappé à sa porte, 3 coups. Mais qui est là? C'est Jacques. Jacques qui? Jacques, elle ouvre la porte, c'était Mérine. Déjà armée et même surarmée. Alors finalement, elle réussit à faire éclipser sa copine qui redescend d'un étage pour aller chez elle, et elle se retrouve en tête-à-tête avec Mérine qui lui dit, voilà, j'ai un témoignage à faire, trouvez le magazine qu'il faut pour le répandre, c'est contre les QHS. L'histoire des QHS, les quartiers de haute sécurité. Et donc Isabelle de Wangen vient à un match, raconte cette histoire, et puis va avoir des rendez-vous, plusieurs rendez-vous avec Jacques Mérine, qui va l'emmener dans sa cache, dans le 19e, où elle va assister à des déploiements de sacs de monnaie, de sacs d'argent entiers qui sont dans sa cache. Il va s'habiller avec un casque, il va prendre une Kalachnikov, il va faire des photos par sa compagne, et c'est ainsi que le reportage sera publié dans Paris Match, avec un grand avertissement au lecteur, tout en disant que le lecteur est quelqu'un d'adulte. Ouais. Et comment ça se passe avec la police à ce moment-là? Vous êtes de quel côté? Comment se fait-il que la police essaie pas d'infiltrer Match et de retrouver la piste de celui qui était présenté comme l'ennemi public numéro 1? La police avait fait son job déjà auparavant, puisqu'elle l'avait arrêté. Elle l'avait arrêté, il avait été en prison, il s'était évadé. La grande scène de l'arrestation de Mérine, c'est celle avec Broussard en direct. Bien sûr, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. En direct, où il lui dit à Broussard, comme c'est toi, je vais me rendre, et d'ailleurs le champ est au frais. Dernière question à ce sujet-là. Quand il était en prison, Mérine écrivait beaucoup à Gilles Millet de Libération, à Pierre Desproges, à cette jeune journaliste Isabelle de Wangen, et à vous. Oui, absolument. Que disent les lettres de Jacques Mérine à Patrick Mahé? Eh bien écoutez, je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours à peu près, je les connaissais, je les avais égarées, et trop bien cachées, et il racontait ses méfaits, notamment au Québec, dans un déploiement de détails à peu près sordide, d'une très jolie écriture penchée. Ouais. Je les ai fait scanner la semaine dernière pour les conserver naturellement et peut-être les publier un jour. Et donc il racontait ses méfaits en disant: ce que vous avez écrit, à l'époque j'étais à France Soir, c'est pas suffisant, c'était bien pire, j'ai fait pire que ça et je vais vous raconter comment.
Quel est le regard de l'avocat Jean-Yves Le Borgne que vous portez sur Jacques Mérine et ces affaires-là? Il y a deux types de criminels. Le criminel, je dirais, un peu prosaïque, qui cherche un avantage matériel. Et puis, je pense que, s'agissant d'un homme comme Mérine, il y a une autre dimension. Celui qui veut donner à son existence peut-être une façade, une dimension héroïque, épique. Je ne sais plus qui disait, peut-être vous en souvenez-vous, Monsieur Mahé, si Mesrine avait vécu à une autre époque, il eût été maréchal de France. Sous l'Empire, par exemple. Bon, c'est possible. Il y a une sorte de démesure dans le crime qui, pour certains, est une façon, évidemment regrettable pour l'équilibre social, de s'accomplir. C'est quelqu'un qui était extrêmement bien éduqué. Est-ce que vous avez une histoire, je vais revenir à ces livres, est-ce que vous avez une histoire préférée, Jean-Yves Le Borgne, dans Accusé, levez-vous, et laquelle, si oui? Écoutez, je pense surtout qu'on voit, si l'on prend par exemple le procès de l'avortement de Bobigny en 1972, si on prend le procès de Gabriel Russier, qui est à peu près dans la même époque. Racontez qui était Gabriel Russier, parce que c'est une histoire Gabriel Russier était une professeure qui avait une liaison avec un de ses élèves mineurs, bien entendu. Ça avait soulevé à la fois le soutien de certains et l'opposition et la réprobation d'autres. Et poursuivie par la justice, elle a fini par se suicider. C'est allé jusqu'à un commentaire du président de la République, qui était à l'époque Georges Pompidou. Je me souviens très bien. Si vous voulez, je crois qu'il y a une concomitance entre les grandes affaires judiciaires de mode de vie. L'avortement et le procès de Bobigny en 1972 conduit par Gisèle Halimi, c'est 2 ans avant la loi Veil. Donc, autrement dit, il y a de temps en temps dans les prétoires l'annonce de ce que sera la société demain. On peut en dire autant, si vous me permettez, d'une seconde, de la plaidoirie de Badinter dans le procès Patrick Henry, qui quelques mois avant va conduire à l'abolition de la peine de mort. Tout à fait. Voilà ce qu'on peut retrouver dans ces livres, des histoires, mais aussi de la réflexion. C'est des retours en arrière qui disent quelque chose de notre époque. Les grands faits divers des années 50 à nos jours, sous la direction de Patrick Mahé, que je remercie d'avoir été avec nous en direct. Je remercie également Jean-Yves Le Borgne. Vous n'êtes pas tout seul pour signer ce livre Accusé, levez-vous, photos et documents rares des grands procès. C'est co-signé avec Caroline Pigozzi, qu'on salue. Merci d'avoir été avec nous. On aurait pu continuer à en parler pendant des heures. On va parler sport avec Sacha Nokovic et un petit scoop et du son Culture Média.